Salut les amis de la toile, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un grand film. Alors, est-ce un chef-d'œuvre ou pas? Nous allons essayer de répondre à cette question. Vous connaissez la scène, un homme torse nu, blond, le sourire carnassier, se balance dans la voilure d'un galion, comme si les lois de la physique ne s'appliquaient pas à lui. Gather round, lads and lasses, gather round. You've been shanghaied aboard for the last cruise of the Crimson Pirate. La caméra le suit, le Technicolor explose, rouge, or, bleu de mer Méditerranée, et avant même que l'action commence, cet homme se retourne face à nous, brise le quatrième mur et dit d'une voix tranquille: croyez à la moitié de ce que vous voyez et rien de ce que vous entendez. A long, long time ago in the far, far Caribbean. Remember, in a pirate ship, in pirate waters, in a pirate world. Bienvenue dans Le Corsaire Rouge, le film que vous avez élu pour avoir une analyse, une rétrospective, et donc bienvenue dans l'un des films d'aventure les plus jouissifs, les plus culottés et les plus purs de toute l'histoire d'Hollywood. Ask no questions. Believe only what you see. Et bien sûr, bienvenue dans une histoire de tournage qui est presque aussi rocambolesque que le film lui-même. Parce que derrière ces 2 heures de plaisir débridé, ce cocktail improbable de cascades, de cirque, de comédie burlesque, de romance technicolor et de sous-texte politique, se cache une genèse absolument chaotique. Scénario brûlé, budget explosé, acteur qui donne des leçons de mise en scène à son réalisateur et une question que personne ne s'attendait à poser en 1952. No. Believe half of what you see. Peut-on faire un film de pirate qui soit en même temps une critique voilée du maccarthisme? Et oui, on y revient. Alors, on plonge, si j'ose dire, dans cette aventure. Promis, on ne va pas s'ennuyer. Allez, c'est parti. Pour comprendre pourquoi le Corsaire Rouge existe, il faut d'abord comprendre dans quel Hollywood il est né. Vous savez, on se fait une toile, c'est toujours un flashback. Nous sommes en 1952. La guerre froide est à son paroxysme. Joseph McCarthy tient les audiences télévisées et ruine des carrières. Les grands studios se cherchent un second souffle face à la télévision qui grignote leur public. Et le Technicolor, cette technique de couleurs saturées, lumineuses, presque irréelles, est encore une promesse de spectacle que le petit écran en noir et blanc ne peut pas offrir. Dans ce contexte, le film de pirate connaît une renaissance. Depuis Le Pirate Noir de Douglas Fairbanks en 1926 jusqu'au grand film de cap et d'épée des années 40-50 avec Errol Flynn, le genre a une formule bien huilée. Un héros viril, une belle à sauver, des méchants à rosser et des bateaux à grande figuration. Sauf que Burt Lancaster, lui, il va s'amuser à tordre la formule. You're the prisoners of Captain Vallow and his scurvy crew. Car le film qui nous occupe aujourd'hui n'est pas seulement un film de pirates, c'est un film de pirates qui se moque des films de pirates. C'est une parodie, en sorte, qui prend son sujet au sérieux. C'est une comédie d'action qui délivre de vraies acrobaties, un équilibre que très peu de films ont réussi avant et que Pirates des Caraïbes a pillé allègrement 50 ans plus tard sans jamais atteindre la même élégance. Le film de pirate, c'est une longue tradition hollywoodienne. Il faut remettre le genre en perspective. Depuis L'île au trésor muet des années 1910 jusqu'au grand Errol Flynn, on y revient, avec Capitaine Bloom, Robin des Bois. Le pirate est une figure de l'imaginaire américain. Rebelle, libre, romantique. En 1950, La Flèche et le Flambeau, déjà avec Lancaster,
a montré que l'acteur pouvait porter ce type de film avec une énergie physique hors norme. Oh, you took the words right out of my mouth. A brawl with the King's men. Let's go. Le Corsaire rouge, c'est la continuité naturelle de cette trajectoire. Mais Burt Lancaster a une ambition plus grande. Il ne veut pas juste refaire ce qui a marché, il veut faire mieux. Et surtout, il veut le faire à sa façon. Burt Lancaster n'est pas qu'un acteur. À 38 ans, en 1952 donc, il est déjà l'un des rares comédiens d'Hollywood à contrôler sa propre carrière. En 1948, avec son associé Harold Eck, il fonde Norma Productions. Le nom vient de sa femme, Norma Anderson. C'est une démarche rare et audacieuse pour l'époque où les studios dictent encore tout. Le Corsaire rouge est le 3e film de cette société et c'est un projet personnel, presque obsessionnel pour Lancaster. Il rêve de quelque chose qui combine son passé de saltimbanque, sa passion pour l'aventure et une dimension comique qu'il n'a pas encore vraiment exploitée au cinéma. Il a aussi un ami à caser dans l'affaire. Le projet commence sérieusement. On confie l'écriture du scénario à Waldo Salt, scénariste réputé et talentueux. Salt écrit un script solide, sérieux, avec la trame politique réelle autour des révolutionnaires des Caraïbes. Et puis, la catastrophe, la veille du tournage. Et oui, la veille, l'équipe apprend que Waldo Salt vient d'être dénoncé comme communiste. Il est placé sur la liste noire du comité des activités anti-américaines. Warner Bros, qui distribue le film, refuse catégoriquement un seul mot du scénario de Salt apparaisse à l'écran. Forgive my slow wickedness, Skipper, but are they asking us to spare this sweet-smelling toad? Petite aparté, Waldo Salt sera interdit de travailler à Hollywood pendant près de 15 ans. Il ne reviendra à la lumière que dans les années 70 avec des films comme Midnight Cowboy et Coming Home, pour lequel il décrocha 2 Oscars du meilleur scénario. Et oui, le talent, ça finit toujours par revenir. Du coup, Lancaster Sonmac se retrouve avec une équipe mobilisée, 2 répliques de navires construites, 800 figurants recrutés et pas de scénario. Mais que fait-on dans ces cas-là? Eh bien, on improvise. Le scénariste Roland Quimby est appelé d'urgence. Sa mission, construire une trame romanesque et romantique à partir de ce qui reste de l'esprit de Salt. Car certaines idées politiques seront quand même conservées discrètement, tout en donnant à Lancaster l'espace acrobatique et comique dont il a besoin. Et là se produit quelque chose de rare dans l'histoire du cinéma. Le film se construit jour après jour, presque en temps réel. Sionmac et Lancaster décident de tourner dans l'ordre, d'improviser des scènes en fonction des décors disponibles sur l'île d'Ischia et dans les studios anglais de Teddington. Ce rythme d'improvisation forcé explique en grande partie l'énergie folle et la légèreté du film. Quand on n'a pas le temps de se prendre au sérieux, parfois, on fait des chefs-d'œuvre. Parlons du personnage central de l'affaire, Burt Lancaster. Né Burton Stephen Lancaster le 2 novembre 1913 dans l'East Harlem de New York, est sans doute l'un des acteurs les plus physiquement impressionnants qu'Hollywood ait jamais produit. Mais, contrairement à beaucoup de ses contemporains, ses capacités athlétiques ne sont pas le fruit d'une salle de gym et d'un coach sportif. Non, elles viennent de la rue, du cirque et d'une amitié qui durera toute sa vie. À l'université de New York, le jeune Burt rencontre un garçon encore plus petit que lui, débordant d'énergie avec un accent de Brooklyn à couper au couteau. Nicolas Kuchia, dit Nick Cravate. Ensemble, dans les années 30, ils montent un numéro d'acrobatie sur des barres parallèles qu'ils baptisent Lang and Cravate. Ils font les cirques, les théâtres de vaudeville, les music-halls, 2 gosses qui voltigent pour manger.
En 1939, un accident change tout. Lancaster se blesse gravement à la main. Il risque l'amputation. Impossible de continuer le cirque. Il se retrouve à Chicago sans le sou, enchaîne les petits boulots, vendeur, pompier, organisateur de concerts. La guerre arrive, il est mobilisé. Il se retrouve dans les services de divertissement de l'armée américaine, tourne en Afrique du Nord et en Italie, découvre le jeu d'acteur dans des spectacles pour les troupes. À son retour en 1945, une pièce de théâtre à Broadway le révèle à un agent hollywoodien. L'année suivante, il tourne Les Tueurs de Robert Siodmak, tiens, aux côtés d'Ava Gardner. Ouh là 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 là. Un film noir, dur, sans sourire. Il a 32 ans. Il devient instantanément une star. Quand le tournage du Corsaire rouge commence, Lancaster est au sommet de sa gloire. Grand, blond, au sourire carnassier, parfaitement musclé, il exige qu'une barre de gym soit installée sur tous ses tournages. Il est l'une des valeurs les plus sûres du box-office américain. Et il est producteur, il décide de tout. Meaning no disrespect to the skipper, of course. And us with a price in our heads. Hove to in one of His Majesty's ports like sitting ducks. Ce qui crée quelques tensions pour le moins. Plusieurs sources rapportent que le tournage fut houleux, que Lancaster donnait des instructions de mise en scène à Siodmak, qu'il était, selon ses propres mots, exécrable avec tout le monde. Une anecdote révèle même que son amitié avec Cravate en prit un coup pendant le tournage. Et pourtant, ou peut-être grâce à ça, le résultat à l'écran est électrique. Il faut parler donc de son ami, Nick Cravate, 1,58 m pour des bras qui semblent ne plus avoir de limite. Il est l'une des présences les plus délicieuses du film. Son personnage, Ojo, ne dit pas un mot de tout le film. Et pourtant, à chaque fois qu'il apparaît à l'écran, il vole la vedette à son grand copain. La raison officielle de ce mutisme, son accent. Nick Cravate avait un accent de Brooklyn tellement épais, tellement ancré dans le XXe siècle américain, qu'il était absolument impossible de le placer dans un film d'aventure se déroulant au XVIIIe siècle. La solution, eh bien, le rendre muet. Ce qui aurait pu être une contrainte devient une force. Tell us how to contact him. Seems a man like him would be pleased to have two more strong-arm lads aboard. Cravate compense par une expressivité physique totale, un langage corporel de clown de génie. Ses mimiques, ses chutes, ses regards, souvent complices vers la caméra, sont parmi les moments les plus drôles et les plus délicieux du film. Lancaster ne l'oubliera jamais. Il gardera Cravate à ses côtés toute sa vie, lui proposera des rôles dans 9 de ses films, le gardera sur sa liste de paye même quand les projets communs se feront rares. Les deux hommes mourront à quelques mois d'intervalle en 1994. Il y a des amitiés qui défient le temps et le cinéma. Robert Siodmak est l'une des figures les plus fascinantes du Hollywood des années 40-50. Né en 1900 à Drid, dans une famille juive, il fait ses débuts en Allemagne dans les années 30. Son premier film, Les Hommes le dimanche en 1929, est co-scénarisé par deux inconnus du nom de Billy Wilder et Fred Zinnemann. Excusez du peu. Avec la montée du nazisme, il fuit l'Allemagne en 1933. Il passe par Paris où il tourne plusieurs films, dont Piège avec Maurice Chevalier et Eric Van Strausen en 1939, juste avant de rejoindre Hollywood. Là, il s'impose rapidement comme le maître du film noir expressionniste, Les Mains qui tuent, Les Tueurs, donc déjà mentionnés avec Burt Lancaster, Pour toi j'ai tué. Ces films fortement influencés par l'expressionnisme allemand jouent des ombres, des lumières contrastées, des atmosphères nocturnes étouffantes. If I release you, can I count on your help? You'll be well paid. Alors, quand Lancaster lui propose de réaliser Le Corsaire rouge, du technicolor explosif, des pirouettes acrobatiques, du soleil méditerranéen,
C'est l'antithèse absolue de son univers. Et c'est précisément pour ça que ça fonctionne. Sion Mac a l'intelligence de ne pas résister à la nature du projet. Il dit lui-même qu'en 48 heures de lecture du matériau, il a compris que le sérieux serait l'ennemi. Il choisit la comédie, il choisit l'énergie, il laisse Lancaster voler au sens propre et cadre ses instants avec la précision d'un horloger. Parlons un peu casting avec Eva Bartók, une beauté hongroise sous le soleil de la Méditerranée. La belle Consuelo, fille du révolutionnaire El Libre, est jouée par Eva Bartók, actrice hongroise, née Eva Ivaca à Budapest en 1927, qui enchaîne les productions européennes et hollywoodiennes dans ces années-là. Elle est lumineuse, déterminée et apporte une vraie dimension romantique au film sans jamais devenir un simple faire-valoir. Why did you bolt your cabin door last night? You know it was bolted, you must have tried it. And if you tried it, you know why it was bolted. Lancaster et Bartók engagent ensemble une alchimie solaire qui équilibre le côté cartoonesque des scènes d'action. Pour les amateurs de cinéma, ouvrez grand les yeux. Dans le film, dans un rôle d'attaché militaire quasi muet, apparaît un grand jeune homme brun aux yeux intenses. Il s'appelle Christopher Lee. Il a 30 ans et dans 8 ans, il sera le Dracula pour la Hammer et l'un des acteurs les plus reconnaissables du monde. En 1952, il fait de la figuration de luxe. Son apparition dans Le Corsaire rouge est aujourd'hui l'une des curiosités les plus délicieuses pour les amateurs d'histoire de cinéma. Enfin, le traître de l'histoire, Humble Billows, est campé par Torin Thatcher, acteur britannique spécialisé dans les rôles de brutes nobles, avec une voix de stentor, une carrure de déménageur, il est l'antagoniste parfait. James Hayter, dans le rôle du professeur Prudence. Capsizing is the solution of our problem. There's no doubt about it. If you will follow me, please. Sit down, you fool! L'inventeur farfelu qui construit un sous-marin, un tank et une montgolfière pour aider les révolutionnaires apporte une dimension burlesque scientifique qui annonce MacGyver. It works! Et parlons de Noël Purcell, géant barbu et débonnaire en chef rebelle, complète donc cette galerie de personnages hauts en couleur. Le film est censé se dérouler dans les Antilles. Il a été tourné entièrement en Europe. Les scènes maritimes les plus spectaculaires ont été filmées au large de l'île d'Ischia, cette île volcanique dans le golfe de Naples dont les falaises et les eaux turquoises font un décor naturel stupéfiant. Tout le reste a été tourné dans les studios de Teddington en Angleterre. Résultat, une cohérence visuelle parfaite. Presque personne en 1952 ne savait vraiment à quoi ressemblaient les Caraïbes du XVIIIe siècle. Le soleil méditerranéen et la lumière font parfaitement l'affaire. Avec un budget initial de 1,1 million de dollars, c'est déjà une somme assez confortable pour l'époque. Malheureusement, l'improvisation du scénario, les accidents de tournage, les journées perdues en mer, la construction de 2 répliques grandeur nature du galion du XVIIIe siècle et le recours à 800 figurants pour les scènes de rébellion, tout ça a fait exploser la facture. Le film finit à 1,85 million de dollars, soit quasiment le double. Warner Bros. Est furieuse. Les dépassements sont tels que le studio impose une règle après le tournage. Les productions Eck-Lancaster ne pourront plus dépasser 900 000 $ par film. Welcome, Your Excellency. It is a great honor for all of us to meet you at last. Lancaster et son associé vexé partiront chez United Artists, mais entre-temps, le film, il existe et il va rapporter. La scène d'ouverture, Lancaster qui virevolte dans la voilure sans doublure, est réelle, pas de trucage, pas de câble caché,
un ancien acrobate de cirque qui retrouve ses réflexes de 20 ans. Le générique du film a d'ailleurs failli ne jamais exister, Lancaster ayant manqué une prise et failli tomber de 10 mètres. Il s'est rattrapé par les mains, tout naturellement. Il faut dire que Cravate et lui avaient repris l'entraînement plusieurs semaines avant le début du tournage, retrouvant les automatismes de duo Lang et Cravate. Sur le plateau, les chorégraphies acrobatiques sont réglées avec la précision d'un numéro de cirque, parce que, en fait, c'en est un. Revenons à la question du début. Est-ce vraiment un chef-d'œuvre? Alors, il y a plusieurs façons de voir, plusieurs sous-textes. Le premier, déjà, c'est la révolution en filigrane. Now remember, this is a dangerous game. If my men tumble to it, they'll slit your throats. And mine too. I don't like it, Captain. Bien sûr, il y a quelque chose de plus sérieux qui court sous la comédie. Rappelons-nous le premier scénariste, Waldo Salt. Il avait mis une dimension politique réelle dans son script. Cette dimension n'a pas complètement disparu. Le capitaine Valo commence comme un opportuniste. Il veut vendre des armes aux révolutionnaires, puis les trahir. What are you grinning at? I'm getting a halo, huh? You're afraid I'm getting soft? Il finit par choisir leur camp par amour, certes, mais aussi par conviction. En 1952, dans une Amérique où les dénonciations font rage, où le moindre soupçon de sympathie politique peut détruire une carrière, voici un film dont le héros finit par embrasser la cause des révolutionnaires nommée El Libre, le libre, comme la liberté, contre une puissance d'État oppressive. C'est discret, mais c'est là. Et Sion Mac, exilé de l'Allemagne nazie, sait mieux que quiconque ce que ça veut dire. Gather round, lads and lasses, gather round. We're going to show your fighters and your workers new ways to get rid of old enemy. Et puis, pour revenir à notre propos du macartisme, rien que le titre, le corsaire rouge, est un pied de nez au macartisme contre le communisme. Ensuite, il y a la palette de peinture, le Technicolor. Il faut aussi parler de la photographie. Otto Heller, chef opérateur né à Prague, qui avait déjà travaillé sur des films britanniques remarquables, fait un travail prodigieux. Le Technicolor de 1952 est à son apogée, saturé, presque irréel, qui transforme le moindre coucher de soleil sur la mer en un tableau de maître. Les costumes rouges et or de Lancaster contrastent avec le bleu profond de la Méditerranée. Chaque plan semble composé comme une affiche de cinéma. You'll forgive my pointing it out, Skipper. We can't leave a pretty woman unmolested aboard ship. To give piracy a bad name. C'est d'ailleurs ce qui a rendu le film si reconnaissable. Ces affiches sont belles à encadrer. Ce n'est pas un hasard si les affiches originales du film, dont la française d'ailleurs, est d'une puissance graphique remarquable. Ce film est un triomphe commercial. Il sort aux États-Unis le 27 septembre 1952. En France, il faudra attendre le 10 mars 1953. Partout, c'est un succès. Le film rapporte 2,5 millions de dollars rien qu'aux États-Unis et de quoi rentabiliser son budget de 1,85 million. C'est un triomphe pour Norma Productions, même si la Warner est irritée par les dépassements et en tirera des leçons. It would never have happened with Valor, Skipper. Aye. He violated the pirate code, and he had to go. But he went like a pirate. We're going like fish. En France, le Corsaire Rouge a un destin particulier qui rejoint un peu cette chaîne. Il est le tout premier film diffusé dans l'émission de la dernière séance. Cette émission culte, vous savez, créée par Eddie Mitchell, qui a forgé l'imaginaire cinéphile de plusieurs générations de Français. Le 25 janvier 1982, des millions de téléspectateurs découvrent ou redécouvrent le capitaine Valo sur leur petit écran. L'émission et le film deviennent instantanément des repères culturels. Ce lien entre le Corsaire Rouge et la dernière séance dit quelque chose d'essentiel sur le film. C'est un film pour tout le monde, pour les enfants qui rêvent de devenir pirates, pour les adultes qui cherchent de l'énergie pure, et pour les cinéphiles qui reconnaissent derrière la légèreté une maîtrise absolue du genre. Et bien sûr, pour On se fait une toile, aujourd'hui,
qui fait toujours référence à cette émission culte. L'influence du film dépasse largement les chiffres du box-office. Plusieurs des gags les plus mémorables du Corsaire rouge seront repris, parfois mot pour mot. Dans Les Pirates des Caraïbes, la scène sous l'eau avec la barque retournée dans La Malédiction du Black Pearl en 2003, la scène du filet dans Le Secret du coffre maudit en 2006, bref, Disney s'est largement inspiré de l'esthétique du film de Sion Mac. Alors, chef-d'œuvre ou pas, allons-nous conclure? 'Tis my modest opinion that no man can fly pirate's colors who's not willing to sell his friend, his sweetheart, or his mother. Voilà la question que vous attendiez. Eh bien, la réponse, vous l'avez compris, pour moi, c'est oui, un grand oui, mais pas pour les raisons qu'on croit. Le Corsaire rouge n'est pas un chef-d'œuvre parce qu'il est profond ou révolutionnaire ou chargé de sens. Il est un chef-d'œuvre parce qu'il fait exactement ce qu'il décide de faire, avec une perfection absolue. Quand un film décide d'être léger et réussit à être léger avec une telle grâce, eh bien, c'est une forme de génie. Quand deux anciens acrobates de cirque reconstruisent leur numéro d'enfance sur le pont d'une réplique de galion méditerranéen et que ça donne envie de se lever et d'applaudir, eh bien, c'est un chef-d'œuvre. Bertha, the dame we held for ransom. Il y a dans ce film quelque chose que le cinéma contemporain a presque perdu. La joie physique pure, le goût du divertissement. Et puis, il y a cette phrase, ce mot d'ouverture qui résonne encore aujourd'hui. Croyez à la moitié de ce que vous voyez et à rien de ce que vous entendrez. Dans une époque, en 1952, mais aussi la nôtre, où l'on est bombardé d'images et de discours, c'est presque un manifeste. Valo le pirate, Lancaster le saltimbanque, Sion Mac l'exilé, tous les trois savent que le spectacle est une forme de vérité. Que faire rire, que faire rêver, faire voltiger les corps sous le soleil de Méditerranée, c'est une façon de tenir le monde à distance et parfois même de le changer. Crimson Pirates? Crimson Pirates? Crimson Pirates? Take the colonel to safe. Quick, man. Take the colonel to safe. Take that. Let me go, you fool. Let me go. Voilà ce que j'avais à vous dire sur le Corsaire rouge. J'espère que vous me rejoignez sur le fait que ce film est un chef-d'œuvre intemporel. Je me répète comme toujours pour ceux qui seraient arrivés au bout de cette présentation, mais si cette vidéo, si cette analyse vous a plu, eh bien n'oubliez pas le petit coup de pouce qui aide énormément, un like, un partage et bien sûr abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'histoire du cinéma. En attendant, portez-vous bien, bonne toile, ciao ciao! Le mois prochain, dans votre dernière séance, 2 grands films. Oui, je sais, c'est pas un scoop, c'est une manie chez nous. C'est même pas sportif, c'est nerveux.